Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de ce journal. Une annonce à 2 ans de l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro veut mettre fin à son exil entamé en 2019. Il n'a toutefois pas indiqué de date pour cet éventuel retour en Côte d'Ivoire, lui qui est toujours sous le coup d'une condamnation à perpétuité. Les niveaux d'endettement continue de fragiliser les équilibres macroéconomiques des pays africains, une conjoncture qui menace directement les perspectives de croissance. Une technologie qui se base notamment sur des batteries hybrides à l'heure où la pollution devient plus que jamais une question de santé publique. Focus à suivre dans ce journal sur le boom des voitures électriques. Une date est fixée pour les futures élections au Gabon. Le pouvoir militaire qui a renversé le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a annoncé ce lundi que des élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025. Il s'agit d'un calendrier indicatif, précisent les autorités de transition, c'est-à-dire le comité pour la transition et la restauration des institutions. Calendrier qui, pour devenir effectif, devra être validé lors d'une conférence nationale prévue en avril 2024. Et si la date est entérinée, cette étape fixera donc à 2 ans la durée exacte de la transition depuis le putsch d'août dernier. Son exil prend fin. Guillaume Soro a annoncé dimanche 12 novembre mettre fin à son exil. L'ex-président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire se trouve en dehors de son pays depuis 2019. Alors, il a annoncé son intention de rentrer, mais aucune date n'a pour l'heure été précisée par Guillaume Soro, qui demeure sous le coup d'une condamnation à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro, qui en mai dernier avait par ailleurs affirmé qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2025. Et sur ce retour annoncé, je vous propose de l'écouter. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Guillaume Soro, qui se trouve déjà sur le continent, au Niger précisément. Il a rencontré ce lundi des membres du nouveau gouvernement issus du coup d'État du 26 juillet 2023, au premier rang desquels le général Abdourahmane Tiani, à la tête du pays depuis le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. L'entretien aurait duré plus d'1 heure, mais rien n'a encore filtré des sujets précis évoqués lors de cette rencontre. La moitié des pays africains courent un risque élevé de surendettement. D'après les données du Fonds monétaire international, des États pourraient connaître des crises de la dette au cours des prochaines années, des crises similaires à celles qui ont frappé le continent à la fin des années 90. Alors, face à cette situation insoutenable, il est urgent d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Le point avec Ruth Moussi. Depuis la pandémie de Covid-19, le monde fait face à d'importants défis aggravés par d'autres crises politiques telles que le conflit en Ukraine, l'impact du changement climatique. Ces événements ont engendré divers problèmes, une accumulation de dettes pour de nombreux pays africains. Selon le FMI, le ratio d'endettement moyen en Afrique subsaharienne a presque doublé en seulement 10 ans, passant de 30% du PIB à la fin de 2013 à un peu moins de 60% du PIB à la fin de 2022. Today, the investment climate on the continent
Aujourd'hui, le climat d'investissement sur le continent est largement impacté par les incertitudes mondiales. Depuis 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, le monde faisait face à d'importants défis. La crise du Covid-19 n'était pas encore terminée que la crise en Ukraine a éclaté. Tous ces événements ont contribué à aggraver les problèmes existants, notamment celui de l'accumulation de la dette pour les pays déjà lourdement endettés à cause de la pandémie de Covid-19. Pour le président de la Banque africaine d'impôt et export, il est possible de réaliser des investissements en utilisant des devises locales en Afrique. C'est pour cette raison qu'Afreximbank a lancé le 13 janvier 2023 le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, un nouvel instrument pour les transactions transfrontalières en Afrique. Les investissements intra-régionaux où les pays africains investissent les uns dans les autres offrent des avantages uniques en raison d'une perception du risque différente de celle des acteurs extérieurs. Bien que les investissements directs étrangers ne soient pas aussi élevés qu'auparavant, il existe toujours des flux notables vers les pays africains. Selon le rapport sur le commerce africain 2023, la croissance du PIB de l'Afrique a atteint 3,9% et le commerce des marchandises a augmenté de 20,9% en 2022, dépassant la moyenne mondiale, d'où l'importance des chaînes de valeur régionales dans la transformation structurelle de l'Afrique, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain ZLECAf. En Afrique, il est possible de réaliser des investissements en utilisant des devises locales. Les investissements intra-régionaux où un pays africain peut investir dans un autre pays africain offrent des avantages uniques en raison d'une perception du risque différente de celle des acteurs extérieurs. C'est pourquoi, malgré tout cela, nous observons toujours des investissements directs étrangers dans les pays africains, bien que leur niveau ne soit pas aussi élevé qu'auparavant. Alors que l'Afrique fait face à un climat d'investissement complet, façonné par les incertitudes mondiales, les acteurs concernés doivent collaborer et établir des partenariats stratégiques pour favoriser la stabilité économique et créer un environnement propice à une croissance durable. Plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues en 2022 dans le monde et les ventes devraient croître encore de 35% au terme de cette année. L'Afrique reste à la marge de ce marché, mais une certaine perspective tente à se dessiner. Certains pays multiplient en effet les incitations à développer les transports électriques, un marché qui attire de plus en plus de start-up spécialisées dans le domaine. Séverin Douque. La production mondiale de véhicules électriques devrait exploser dans les prochaines années en raison de la migration vers l'utilisation des énergies vertes. Selon les projections, la vente de véhicules électriques devrait passer de 6,6 millions d'unités dans le monde en 2021 à 145 millions d'unités à l'horizon 2030. L'Afrique est au cœur des solutions en la matière, avec l'essentiel des ressources indispensables à ces engins révolutionnaires, dont 70% des réserves mondiales de cobalt. Le marché des véhicules électriques, qui selon la Banque africaine de développement est estimé à environ 7,3 trillions de dollars et devrait atteindre les 57 trillions de dollars à l'horizon 2050, est une opportunité en faveur de l'essor économique pour l'Afrique. Nous considérons que les investissements en RD sont à trop long terme. Pourtant, nous ne devons pas répéter la même erreur. Nous devons travailler à permettre à nos économies de produire des véhicules. Si nous investissons dans notre RD aujourd'hui, cela peut prendre 5 ou 10 ans. Mais dans 10 ans, l'essentiel des véhicules du continent seront électriques. Nous devons donc nous positionner de manière significative afin de tirer profit de cette transition. L'Afrique va devenir le leader mondial dans l'adoption des véhicules électriques. Pour les experts des questions économiques africaines, la forte dépendance de l'Afrique à l'exportation de matières premières brutes doit laisser la place à une forte industrialisation et à l'exploitation locale de ses ressources pour stimuler la valeur ajoutée manufacturière du continent et par ricochet, accroître les revenus sur le continent. L'Afrique demeure la région la moins industrialisée, avec une faible contribution à la valeur ajoutée manufacturière mondiale, soit 1,8%. Les défis à relever pour actionner l'industrialisation manufacturière en Afrique sont de plusieurs ordres, dont la législation, outre la volonté politique. La première chose, ce sont les entrepreneurs.
Et l'Afrique en a de dynamique. La deuxième, c'est la réglementation. Et s'il y a la volonté politique, il n'y a pas encore de processus clair pour y parvenir. La troisième, c'est le bon type d'investissement. Enfin, il y a la formation et les talents. C'est là que je pense que l'Afrique est à la traîne. L'Afrique dispose d'un immense potentiel de croissance et de développement industriel. L'accélération de l'industrialisation de l'Afrique, clé de la croissance économique à long terme et du développement durable, passera par des changements économiques structurels. Le Nigeria et l'Arabie Saoudite ont signé la semaine dernière plusieurs accords de coopération, accords portant aussi sur des investissements en faveur du Nigeria, une économie dépendante de l'industrie pétrolière. L'Arabie Saoudite s'est en effet engagée à investir dans la rénovation des raffineries de pétrole et à fournir également à ce pays d'Afrique de l'Ouest un soutien financier afin d'appuyer les réformes du gouvernement fédéral. Les précisions de Philomène Tine. La production de pétrole du Nigeria s'est élevée à 1,49 million de barils par jour en octobre 2023, d'après les données de la compagnie pétrolière nationale du pays. Bien que la production pétrolière soit importante dans le plus grand producteur de pétrole d'Afrique et le 14e au niveau mondial, le Nigeria importe encore entre 90 et 95% de carburant pour approvisionner le marché domestique compte tenu de la vétusté de ses infrastructures. C'est dans ce cadre que l'État du Nigeria devrait bénéficier d'un coup de pouce de l'Arabie Saoudite pour rénover et moderniser ses 4 raffineries de pétrole brut. Le fait de moderniser la technologie de raffinage va faire que le Nigeria ait des dérivés pétroliers à des prix compétitifs qui vont permettre au Nigeria d'exporter les dérivés du pétrole à un prix moindre et d'avoir un pétrole à la pompe locale qui soit compétitif pour le marché national. Donc, on va donc avoir un pétrole bon marché, pas seulement pour le Nigeria, mais pour les autres économies de l'Afrique. La rénovation des raffineries de pétrole du Nigeria devrait contribuer à booster sa capacité de production d'hydrocarbures et réduire au mieux sa dépendance aux importations qui se sont élevées à 60,4 milliards de dollars en 2022. Par ailleurs, le gouvernement saoudien s'est engagé à effectuer un dépôt substantiel de devises étrangères afin de stimuler la liquidité du marché d'échange du Nigeria. Ceci devrait relancer l'économie nigériane en proie à des pénuries de devises étrangères. On aura un pétrole produit en Afrique avec une valeur ajoutée, d'où la nécessité pour le Nigeria d'accumuler les devises que l'Arabie Saoudite va mettre à sa disposition sur une entente visant à ce que la modernisation du pétrole, de la transformation du pétrole nigérian aide à sauvegarder et à protéger les pertes en devises que les pays pétroliers africains payaient du fait du coût de la technologie de transformation. Le Nigeria et l'Arabie Saoudite se sont engagés à travailler ensemble au cours des 6 prochains mois pour élaborer une feuille de route et un plan détaillé permettant de concrétiser les investissements et les résultats convenus. Et on ouvre à présent notre page des sports avec José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonsoir José. Bonsoir Zara. On commence bien sûr par la victoire des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Victoire hier dimanche face au club marocain de Wydad lors de la finale de la première édition de la Ligue africaine de football. Exactement Zara, c'est au stade Loftus Veilfield de Pretoria que ça s'est déroulé. Le Wydad de Casablanca s'est incliné sur le score de 2-0 face à Mamelodi Sundowns. Mamelodi qui empoche la somme de 4 millions de dollars contre 3 millions pour le Wydad. Peter Chaloulile a inscrit le premier but et Aubrey Modiba pour le second but pour Mamelodi, les Sud-Africains. Et voici maintenant le tableau qui confirme ces résultats avec le score à l'aller 2-1 pour Wydad et pour le retour 2-0, comme je vous le disais, pour Mamelodi Sundowns. Donc encore une victoire supplémentaire pour l'Afrique du Sud. Après le rugby, on en vient maintenant à la Ligue des champions de football, nous féminines, et nous connaissons désormais les demi-finalistes de la compétition. Exactement, eh bien nous allons
allons voir ensemble, si vous voulez bien, Zara, eh bien, les résultats de match de poule en groupe A tout d'abord. Eh bien, Mamelodi a battu Atlético d'Abidjan sur le score de 3-0 et le Sporting Club de Casablanca écrase JKT Queens 4-1. Au classement, Mamelodi se termine en tête avec 9 points devant Sporting, 4 points. Et puis en groupe B maintenant, AS Mandé, qui avait beaucoup d'espoir, a perdu devant Phare de Rabat sur le score de 2-0. Et APEM d'Arcoa a battu Ouakanies de la Guinée équatoriale 3-1. APEM d'Arco termine en tête avec 6 points d'Arcoa, je dis bien, et deuxième Phare de Rabat. Pour les demi-finales, comme vous l'avez dit, ce sera le 15 novembre avec Mamelodi contre Phare de Rabat et d'Arcoa contre le Sporting de Rabat. Alors on poursuit, José, avec le foot. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est avec la Coupe du monde de football des moins de 17 ans qui se poursuit en Indonésie? On sait qu'il y a encore quelques équipes africaines qui sont encore engagées dans la compétition. Eh bien, les 4 sont toujours là, bien sûr, Zara, avec la première journée en groupe A qui a vu le Maroc battre Panama 2-0 et lors de la deuxième journée, Maroc et Équateur ont fait match nul 0-0. Troisième et dernier match de poule, ce jeudi 16, où le Maroc affrontera l'Indonésie. Le Maroc est leader du groupe A avec 3 points. En groupe B maintenant, nous enchaînons. Lors de la première journée, le Mali a battu l'Ouzbékistan 3-0 et pour la deuxième journée, Espagne-Mali 0-0. Ce jeudi 16 novembre, Canada-Mali pour la troisième journée. Le Mali et l'Espagne se partagent la première place avec 3 points. En groupe des Arabes, première journée, Argentine-Sénégal, 2-1 s'il vous plaît pour nos jeunes lions de la Teranga. Ce mardi 14 novembre, deuxième journée Sénégal-Pologne. Le Sénégal et le Japon sont en tête du groupe avec 3 points. Et puis en groupe E, pour terminer, première journée également, la France a écrasé le Burkina Faso 3-0 ce mercredi 15 novembre. Le Burkina Faso sera face aux États-Unis dans le cadre de la deuxième journée de groupe. Et le Burkina Faso est dernier avec 0 points. La France est à la première place. Et puis je voudrais aussi vous dire de Mozara sur la Coupe du Monde, des éliminatoires pour le Mondial 2026. La bataille va commencer en ce mois de novembre. Premier round et deuxième round. 13 au 21 novembre, la première et deuxième journée, donc bien entendu. Et la suite se joue après la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, José. Alors après le foot, place à la boxe. Eh oui, la boxe que vous aimez bien. Je sais, oui, après le marathon qui a traversé plusieurs villes, Koubé, en Côte d'Ivoire, bien sûr, Daloa et Bouaké, le choc des titans s'arrêtera pour la grande finale et le gala international de boxe en Côte d'Ivoire, choc des titans le 16 décembre au Palais des Sports de Trècheville. La population y adhère et y adhère. Écoutons l'organisateur Jimmy Traoré qui nous parle du soutien de l'État et du président de la République de Côte d'Ivoire. Au ministre de la Jeunesse, qui a son gros ministère aujourd'hui, monsieur le ministre Mamadou Touré, qui a compris que Mamadou Touré qui nous a dit que ce projet-là, c'est un projet de la jeunesse ivoirienne, de l'apporter avec son gros ministère. On a fait une caravane sur la Daloa. On dit merci aux professeurs de Daloa qui nous ont accueillis à Daloa. On t'a aboqué chez le ministre de l'Environnement et du Développement durable, monsieur Conan Assoré-Jacques. Le ministre des Transports, Mamadou Koné, aussi nous a réussi à aboquer. Toutes ces personnalités du monde politique ont compris que cette jeunesse-là pourrait avoir cette valeur ajoutée par rapport au sport. Notre père principal, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a toujours mis l'accent sur le sport. Aujourd'hui, à Abidjan, il faut plus sur la CAN et le sport du football, mais la boxe aussi, c'est un sport qui draine beaucoup de monde, qui donne beaucoup de passion. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Africa 24, l'information continue.